Alors, on y va. On va parler du trône du chrysanthème. Chrysanthème. Ouais, j'arrive jamais à le prononcer celui-là. Alors, chers collègues, alors j'imagine qu'il y a au moins l'une d'entre vous qui suit Game of Thrones. Bon, alors de toute façon, quoi qu'il en soit, moi je vous préviens, moi j'ai ma soirée Game of Thrones ce soir. J'ai pas encore vu le 3e épisode, alors je me suis arrêtée au moment où les marcheurs blancs s'approchent de Winterfell. Et je vivrais extrêmement mal que l'une d'entre vous me dévoile quoi que ce soit sur le 3e épisode. Parce que là, je le vois dans quelques petites heures. J'ai pas du tout envie qu'on me gâche ma surprise. Mais, quoi qu'il en soit, je vais pas vous parler du trône de fer ce soir. Je vais vous parler du trône du chrysanthème. Parce que ben oui, c'est ce soir, ce 30 avril 2019, qu'une page se tourne pour Akihito du Japon. Après 30 ans et 3 mois passés sur le trône du chrysanthème, l'empereur laisse enfin la place à son fils aîné, le prince Naruhito. Alors depuis 2016, l'empereur, qui a maintenant 85 ans, avait exprimé le souhait d'abdiquer, parce qu'il juge qu'à cause de son grand âge, il n'était franchement plus le meilleur candidat pour toutes les sessions de représentation de la maison impériale. Et il a enfin, 3 ans plus tard, été exaucé par le gouvernement. Parce que oui, c'est le gouvernement qui décide des abdications des empereurs. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 200 ans maintenant qu'aucun empereur du Japon a abdiqué. Et il faut pour cela modifier la loi. Parce qu'avant, c'était un régime impérial, et maintenant, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'empereur n'a plus aucun pouvoir politique. Donc c'est le gouvernement qui a repris cette fonction-là, et ce n'est pas l'empereur seul qui peut décider. C'est le gouvernement qui doit édicter une loi particulière en disant « Très bien, vous pouvez quitter votre fonction impériale ». Donc enfin, là, ce soir, ça a lieu. Et donc ce mardi, à minuit, enfin on parle de l'heure à Tokyo, donc si ça se trouve, c'est déjà passé, peut-être qu'il n'est déjà plus empereur, il deviendra empereur émérite, c'est-à-dire plus l'empereur en fonction, l'empereur émérite. Et sa femme, Michiko, va être l'impératrice émérite. Ça va marquer la fin de l'ère Eisei, ce qui veut dire le parachèvement de la paix. Et ça va marquer également le début d'une nouvelle ère impériale qui s'appelle l'ère Reiwa, qui veut dire belle harmonie. Ils vont donc, l'empereur et sa femme, quitter le palais impérial de Tokyo, et c'est son fils aîné, Naruhito, et la nouvelle impératrice Masako, qui vont s'y installer à leur place. Alors maintenant, je pense qu'il convient de s'attarder un petit peu sur le couple Naruhito-Masako, parce que il n'a rien à voir avec le couple précédent. Et c'est aussi grâce à eux qu'on voit à quel point la cour impériale japonaise n'a absolument rien à envier aux Lannister de Castral Rock. Déjà, bon, ils ne sont pas tout à fait du même genre, puisque les empereurs précédents, ils étaient extrêmement populaires pour le peuple japonais. Alors eux, le nouveau couple impérial le sera peut-être un petit peu moins, parce qu'ils étaient un petit peu plus sur la défensive, peut-être un petit peu plus cloîtrés, un petit peu plus gardés. Et en plus, autant le couple précédent était plus dans la mouvance arty, je m'expliquerai après, que celui-ci. En effet, par exemple, l'empereur Akihito et sa femme, on sait que parfois, même pour des réceptions, sa femme Michiko, par exemple, jouait du piano, et lui pouvait parfois l'accompagner au violoncelle. Là, ce ne sera pas tout à fait la même ambiance. Mais vous allez comprendre un peu plus tard dans le discours. Alors, déjà, pour qu'on comprenne mieux la situation de la maison impériale, il faut vous rappeler que l'empereur Akihito et l'impératrice Masako ont eu 3 enfants. Non, Michiko, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Masako. Michiko ont eu 3 enfants. 2 fils et 1 fille. Alors, on peut oublier la fille, parce qu'à la cour du Japon, les filles ne peuvent pas accéder au trône. Il y a seuls les fils de l'empereur, ou à défaut, les oncles, les frères, les neveux et les cousins qui peuvent s'emparer du trône. Et ça nous ramène à Naruhito.
donc le fils aîné du couple impérial. Naruhito, on va pas se mentir, c'était quand même loin d'être un don Juan. Il y a même des tabloïds japonais qui se moquaient de sa coiffure de geek et puis qui soulignaient qu'il ne devait pas avoir un humour incroyable, vu le titre du mémoire qu'il a fait à l'université d'Oxford. Alors, je vous dis le titre, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. C'était une étude de la navigation et de la circulation sur le cours supérieur de la Tamise au XVIIIe siècle. Alors, pour ce qui est de Masako, donc Masako, la femme de Naruhito, elle était quand même plus que réticente à l'idée de se marier avec lui, et même à l'idée d'avoir une relation amoureuse avec lui. À la base, c'est quand même une femme brillante qui voulait se concentrer sur une future carrière de diplomate. Et ben voilà, cependant, ce fut le drame. Lorsque Naruhito est tombé amoureux d'elle lors d'une réception en 1986. Elle avait 22 ans à l'époque. Alors le coup de foudre n'a pas été réciproque du tout. Et pendant des années, le prince a continué à aimer Masako de loin. Il a refusé toutes les présentantes qu'on lui a présentées et on lui en a présenté plus de 200. Et à chaque fois, c'était non, 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 non. Il était obsédé par Masako. Et tout le monde perdait patience. Alors pourquoi tout le monde perdait patience ? Déjà parce que ça aurait été bien d'avoir un héritier au trône, mais en plus parce que son petit frère à lui, il avait envie de se marier avec sa copine. Mais il était obligé d'attendre que son frère aîné se marie avant de pouvoir épouser son amour de l'université. Et un jour, il en a eu assez. Il l'a demandé en mariage de manière complètement impulsive à un passage piéton. Et le couple impérial a été mis au pied du mur et a dû se dire, bon, bah ok, il l'a demandé en mariage, maintenant tout le monde est au courant, donc le petit frère peut se marier avant le grand frère. Mais c'était pas censé être comme ça. Donc ça a déjà créé un premier scandale. Après, en désespoir de cause, quand on voyait que le frère aîné ne se mariait pas, il y a des diplomates qui travaillaient avec Masako, qui entre-temps était devenu diplomate aussi, et qui ont répondu aux ordres du palais impérial, et qui ont convaincu Masako, en 1992, ça veut dire 6 ans après que le prince soit tombé amoureux d'elle, d'accepter un rendez-vous galant avec lui. Il était tellement terrorisé qu'elle lui échappe après 6 ans d'attente, qu'au deuxième date, il l'a demandé en mariage. Elle a quand même réfléchi quelque temps, mais elle a fini par accepter. Elle avait donc 28 ans à l'époque. Alors on pourrait croire que tout est bien qui finit bien, le prince aîné, il est casé, il est marié, avec son amour absolu, mais en fait ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi ? Bien parce que Masako n'arrive pas à tomber enceinte. Donc c'est le drame, parce que tout le monde veut un héritier. Et on peut aussi comprendre, parce que c'est une intellectuelle cultivée, et maintenant elle est considérée comme un utérus sur pattes. Tout le monde la regarde comme quelqu'un qui doit absolument fournir l'héritier pour cette dynastie qui a déjà survécu 2600 ans. Alors ce serait un drame si elle devait s'arrêter. Elle finit par tomber enceinte, mais elle est tellement stressée par tout le battage médiatique qu'il y a autour de cette nouvelle-là, qu'elle perd l'enfant au bout de 7 semaines. Et ce n'est qu'au bout de 10 ans de mariage qu'elle met au monde une petite fille qui s'appelle Aiko, ce qui veut dire amour. Alors c'est très mignon, c'est très poétique, mais le problème persiste, c'est pas un garçon. Alors le palais l'assigne à résidence, elle est cloîtrée pendant longtemps, à tel point que même son mari, qui pourtant n'est pas réputé d'une grande nervosité, a levé le ton et a demandé à ce qu'on lui laisse davantage de liberté. Et c'est là que le petit frère de Naruhito, il est encore agaçant, parce que non seulement il se marie avant son grand frère, et le voilà qui a un fils, en 2006. Alors on peut imaginer les drames et les tensions qui ont eu lieu au sein de cette famille, pas tout à fait comme les autres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis la naissance du petit garçon en 2006, Masako subit tout de même beaucoup moins de pression. Ça et le fait que, vu que maintenant elle a plus de 50 ans, de toute manière, la possibilité qu'elle fournisse un héritier mâle au trône commence à être un peu réduite. Alors, cependant, on ne va pas se laisser abattre par tant de drames intimes, puisque cette semaine, ça marque aussi le début d'une période de 10 jours de congé.
entre les journées de repos accordées pour le passage de pouvoir entre les deux empereurs et les jours de congé de ce qu'ils appellent là-bas la Golden Week, donc la semaine dorée. Autant vous dire que c'est l'équivalent de tous les ponts de mai qui sont regroupés en une semaine là-bas. Mais bien sûr, ça conduit à certains désagréments. On a l'aéroport de Narita, le TGV local, le Shinkansen et les autoroutes qui sont complètement engorgées. On a plein de gens qui, en prévision de leur départ en vacances, veulent retirer du cash et tous les distributeurs automatiques de billets sont en manque de liquidité. Et en plus, selon une enquête du quotidien Asahi Shimbun, 45% des Japonais ne sont pas heureux du tout d'avoir de si longs congés. Alors ça peut sembler bizarre pour nous, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une surprise. Parce que les salariés japonais disposent déjà de 18 jours de congés par an en moyenne. Sauf qu'ils ne posent que la moitié de ces jours de congés. Là encore, c'est une moyenne. Et environ, en moyenne, ils déposent que la moitié. Mais en même temps, quelle idée? Qui a envie de se retrouver en vacances avec sa femme ou aussi, vu le nombre de célibataires de l'archipel, qui a envie de se retrouver tout seul, sans savoir quoi faire de son temps libre. Et ce serait toutefois intéressant d'observer si après ces 10 jours de congés forcés, on ne pourrait pas observer dans 9 mois un petit pic démographique. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait favoriser la reproduction d'une population qui est franchement sur le déclin, vu leur taux de reproduction. Mais en tout cas, on verra, la suite au prochain épisode. Merci.